À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokartov, on va commencer ce matin par évidemment la très vive tension entre les États-Unis et l'Iran. Oui, effectivement, Ilana, la nuit a été particulièrement mouvementée à nouveau pour la seconde nuit consécutive. Les forces américaines ont bombardé des dizaines de positions en Iran, riposte aux bombardements iraniens d'hier contre des bases militaires américaines au Koweït et au Bahreïn, et en réponse également à des bombardements iraniens contre plusieurs cargos au détroit d'Ormuz. On parle au sein du CENTCOM américain de quelques 90 cibles qui ont été frappées donc sur le territoire iranien. Il s'agit en particulier d'attaques contre des systèmes de défense aérienne, de radars, de dépôts de missiles balistiques et de drones. Des explosions ont été également entendues dans les régions de Bandar Abbas, de Boucher et de l'île de Kharj. Il faut souligner également que l'objectif a été, dit-on au sein du CENTCOM, de protéger la libre circulation des bateaux dans le détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a lui affirmé que l'armée américaine avait frappé en puissance au cours des dernières heures. Oui, je ne sais pas si nous revenons à une confrontation militaire pleine et entière, a dit le président américain. Les Iraniens veulent désespérément un accord, mais je ne sais pas si nous pouvons leur faire confiance. Ce sont des menteurs, ce sont des malades, ça ne va pas bien chez eux. Le président a déclaré que les attaques américaines étaient une riposte donc à des bombardements iraniens de bateaux dans le détroit d'Ormuz. Si les Iraniens recommencent, notre action sera bien plus virulente, a dit Donald Trump en marge. Un très haut fonctionnaire américain a déclaré que de facto le cessez-le-feu avec l'Iran était terminé au moins provisoirement. Et puis de leur côté, les Iraniens ne semblent pas vouloir cesser cette confrontation militaire. Oui, durant la nuit, les gardiens de la Révolution ont annoncé avoir attaqué 2 bases militaires américaines, 2 au Koweït, 2 au Bahreïn. Et il y a eu également des alertes en Jordanie à proximité d'une base américaine à El Azaq. Et face à ces développements, les Américains ont décidé de ramener dans la région des avions de ravitaillement en vol qui sont actuellement stationnés en Europe. Une manière pour les Américains de tenter de prouver aux Iraniens le sérieux de leurs intentions. Côté israélien, on reste très vigilant face à ces développements, mais on est pour l'instant sur la touche. Oui, effectivement, l'échelon politique israélien aimerait bien que la confrontation directe reprenne avec l'Iran et que l'on puisse détruire en Iran les cibles qui n'ont pas encore été touchées en mars et avril dernier. Le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, a tenu hier des consultations sécuritaires et il est en contact étroit avec les commandants de la CENTCOM américaine. On affirme en Israël qu'il y a également un dialogue sécuritaire entre Binyamin Netanyahou et Donald Trump. En Israël, on estime qu'il pourrait y avoir quelques journées de bombardements américains contre des cibles iraniennes, mais qu'il est peu probable que Donald Trump s'engage à nouveau dans une longue campagne contre l'Iran. Des tensions entre Israël et le Liban, justement, à propos de la mise en application des termes de l'accord de cessez-le-feu. Oui, les prochaines négociations entre Israéliens et Libanais devaient se tenir les 14 et 15 juillet prochains à Rome, mais pour l'instant, le rendez-vous n'a pas encore été finalisé. Explication, les autorités libanaises conditionnent leur présence à cette rencontre à l'instauration de ces fameux 2 zones pilotes au sud Liban. Il s'agit de ces zones qui devront être évacuées par l'armée israélienne et dans lesquelles l'armée libanaise doit se déployer avec le soutien tactique des Américains. Selon des sources libanaises, une délégation de la CENTCOM américaine conduite par le général Joseph Clurfield doit arriver sous peu au Liban afin de préparer justement les modalités de transfert de ces 2 zones des Israéliens vers l'armée libanaise. Le reste de l'actualité, c'est Tsahal, Daniel, qui a demandé à la Knesset de faire voter une loi prolongeant le service militaire de 32 à 36 mois. Oui, la Knesset doit en effet débattre aujourd'hui de cette requête après que l'armée israélienne ait mis en garde sur les répercussions problématiques d'une réduction du service militaire au sein de Tsahal qui était à l'ordre du jour, passer de 32 à 30 mois le service militaire. L'armée israélienne insiste sur le fait qu'elle fait face à un manque chronique de soldats combattants et qu'en réduisant la durée du service militaire, eh bien, la situation ne ferait qu'empirer. Les récentes déclarations du chef du Shin Bet, David Zini, continuent par ailleurs à susciter un véritable débat en Israël. Oui, je vous rappelle que lors d'un exposé en comité restreint mais diffusé, David Zini a expliqué qu'il avait accepté le poste proposé par le Premier ministre de chef du Shin Bet parce qu'il considérait qu'il fallait à la tête de cette institution un chef qui soit entièrement loyal à l'échelon politique élu, quel qu'il soit, il dit. Sous-entendu que cet échelon politique soit de gauche ou de droite. Zini estime qu'il est du devoir des hauts fonctionnaires d'être totalement loyaux envers le pouvoir en place, ce qui, a-t-il dit, n'est pas toujours le cas. Mais à gauche, on a escamoté la fin des propos de David Zini et l'on a affirmé qu'il était loyal surtout envers Binyamin Netanyahou, alors qu'il devrait l'être envers l'État d'Israël avant tout. Le président Herzog lui-même a critiqué le fait qu'un haut fonctionnaire puisse être loyal à un Premier ministre plus qu'à l'État, mais à droite, on a répondu que c'était le comportement le plus élémentaire dans un État démocratique. Il faut que les fonctionnaires soient fidèles à ceux qui sont élus par le peuple et qu'ils cessent de se considérer comme
le véritable pouvoir, dit-on donc, du côté du gouvernement israélien. C'est la fin de ce premier journal d'information. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio ce matin, et ça nous fait très plaisir qu'elle soit là, Myriam Schermer. Myriam, bonjour. Bonjour, c'est rare. Ah oui, c'est rare. Alors on en profite, on est très heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Inutile de vous présenter, Myriam Schermer, vous êtes politologue tout de même, on va le dire, et vous êtes auteur d'un ouvrage, Knesset 2026. Alors 2026, c'est bientôt, hein, on y est en plein dedans, on rentre dans la période électorale, on est encore en hésitation. On saura peut-être, c'est peut-être la première question que je vais vous poser, on sera peut-être la semaine prochaine, la date des élections, ou peut-être pas encore? Peut-être pas, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un scénario qui est tellement improbable, c'est-à-dire qu'on est arrivé au bout du mandat, ça faisait 40 ans que c'était pas arrivé, donc personne ne sait comment on est censé procéder. Donc la conseillère juridique du gouvernement, notamment, elle a dit, je voudrais que vous fassiez malgré tout passer une loi de dissolution de la Knesset, pour la bonne forme. Pour la bonne forme, parce que c'est pas obligé de... Parce que c'est pas obligé, alors que non, en fait, a priori, on a une date, c'est le 27 octobre. C'est ça. Ensuite, ça peut être le 20. Ce sera pas plus tôt, puisque de toute façon, on est déjà presque mi-juillet, là. Il y a quand même il paraît qu'il y a une problématique si la Knesset n'est pas dissoute, c'est-à-dire par rapport au statut du gouvernement. C'est plus un gouvernement de Mahavar, de transition. Que le gouvernement soit un gouvernement d'intérim. Non, c'est ça, c'est quand on n'a tellement pas l'habitude que ce soit pas anticipé, que la campagne, c'est une drôle de campagne, on sait pas si elle a commencé, on sait pas à quelle date on vote, enfin, tout est un peu comme ça. Et surtout, Daniel, on sait pas quand est-ce qu'il y aura lieu le fameux dépôt des listes, la clôture. Parce que c'est ça qui sera déterminant, on va dire. Et c'est 6 semaines avant le scrutin, mais on sait pas encore quand est-ce qu'aura lieu le scrutin. Donc tout est un peu flou. C'est la drôle de campagne. Alors c'est une drôle de campagne. Alors tout de même, on va essayer de dire un mot, c'est dire le fait qu'on est dans une dimension un petit peu historique aussi, puisque c'est la première fois depuis 40 ans, comme vous le disiez, que ça se produit. Comment finalement on explique rétroactivement, en prenant un peu de recul, que le gouvernement qui était en charge de la plus grande des catastrophes de l'histoire de l'État d'Israël du 7 octobre, qui au début de son mandat a subi, on va dire, les attaques de l'opposition à travers la réforme judiciaire, eh bien, il réussit à tenir le choc jusqu'au bout. Comment est-ce que c'est encore un de ces tours de passe-passe de Binyamin Netanyahou, ou bien tout simplement parce que 64 ou 68 députés, c'est imbattable, ou alors c'est l'opposition qui est totalement incapable? Tout est vrai. Non, je pense que c'est quand même les circonstances historiques. Il y avait quand même, tout de suite après le 7 octobre, un sentiment qu'on était dans l'urgence nationale. Ensuite, que tant que les otages n'étaient pas rentrés, qui était quand même très difficile, et qu'on avait des soldats à tous les fronts, c'était quand même très difficile de faire une élection. Puis ensuite, on a eu Iran 1, Iran 2, c'est-à-dire que vraiment la situation, elle est hors norme. Et oui, je pense que c'est une opposition tout sauf efficace, tout sauf vent debout, c'est-à-dire qu'il y avait quand même de quoi secouer le cocotier. On peut très bien imaginer ce que Netanyahou aurait fait s'il avait été chef de l'opposition. Qu'est-ce qui a manqué à l'opposition? Une cohésion Alors, je pense vraiment que Yair Lapid, c'est pas un bon chef d'opposition. Oui. Il est pas très fort dans ce rôle-là. Il a un côté nonchalant. Même quand il était Premier ministre. Il était nonchalant, oui. Il était considéré comme. Il disparaissait en fin de semaine. C'est ça. Il a un côté. Alors, c'est un homme de lettres. Il a ses qualités de politicien, mais il a pas l'instinct de killer. Voilà, l'instinct de killer. Il l'a pas. Et puis, encore une fois, c'est quand même une situation très particulière. Les otages ont tous été libérés en octobre 2025, donc ça laissait pas énormément de temps. Mais c'est vrai que depuis, on aurait pu imaginer que l'opposition passe à l'offensive et en plus, c'est tellement facile avec le mécontentement de l'électorat de droite concernant la loi d'exemption pour les orthodoxes. Il y aurait largement eu de quoi pousser, acculer l'opposition, et ça n'a pas eu lieu. Acculer la majorité, pardon. Alors on assiste actuellement ces derniers jours à une sorte de blitz de projets de loi qui sont en train d'être votés par la Knesset, et c'est à la dernière minute, bien entendu. Alors ça arrive en général, hein, c'est le cas de figure typique, mais là, on a véritablement l'impression qu'on rattrape 4 années de retard. Oui, et puis je pense aussi que Netanyahou, qui est un politicien chevronné, comme on le sait tous, lit les sondages et voit la même chose que tout ce que nous autres journalistes voyons, à savoir que c'est l'impasse, que pour l'instant, aucun bloc n'emporte de majorité claire. Alors il y a des sondages différents en fonction des différents instituts, mais je pense que lui-même n'y croit pas tellement parce que sinon il aurait agi autrement. Donc il se rend compte que le meilleur scénario pour lui après l'élection, c'est pas forcément une victoire, mais c'est l'impasse dans laquelle il reste Premier ministre par intérim.
soit on retourne en élection, soit il y a un gouvernement d'union qui se forme, mais on ne sait pas encore. Et donc, il a un cœur de garder la loyauté des partis orthodoxes. Donc, tout ce qui est en train d'être fait en ce moment, ça va pas forcément aboutir, y compris la loi sur la Torah comme valeur fondamentale de l'État d'Israël. Ça n'a pas forcément le temps de passer en troisième lecture. Et de toute façon, ça risque d'être débouté par la Cour suprême. Donc, le sujet, c'est pas effectivement faire passer des lois, c'est de continuer à solidifier le bloc pour que les partis orthodoxes ne soient pas tentés d'aller voir l'opposition. Oui, mais là, il y a une problématique. Solidifier le bloc, lorsque, on va dire, il n'y avait pas de problème autour de l'enrôlement des élèves des yeshivot, ça pouvait peut-être tenir. Aujourd'hui, à l'intérieur même du Likoud, il y a un vent de protestation, sans parler au sein du sionisme religieux, dans les autres composantes de la coalition gouvernementale. On n'est pas content. Cette loi, elle n'est pas populaire du tout. Elle est même très impopulaire, on va dire. Pas du tout. Et on a vu encore ces derniers jours Ophir Katz, donc le chef de la coalition, qui crie, il n'y a pas d'autre mot, qui insulte Danny Louz, le député francophone qu'on connaît bien dans la communauté, en lui disant tu es en train de mettre des bâtons dans les roues du Likoud. Et Danny Louz qui dit non, je défends les valeurs du Likoud, de l'ancien Likoud, libéral, nationaliste, etc. Donc oui, effectivement, il y a des députés qui ont fait le choix, comme Danny Louz, de mettre en danger leur carrière politique. En disant avec une forme d'intégrité. Il n'est pas impossible qu'ils rejoignent un autre parti. C'est la question à se poser. Et il y a le Likoud qui continue à faire ça. La seule explication vraiment, c'est de dire que le danger électoral est pallié par le fait de conserver le bloc et les considérations techniques de conserver le bloc Netanyahou, celui donc le sionisme religieux et les partis orthodoxes est plus important que prendre le risque de mécontenter les électeurs du Likoud qui sont quand même dans une logique de loyauté à un parti dans lequel ils ont grandi. Et en gros, les électeurs du Likoud, quand ils sont pas contents, ils ont tendance à ne pas aller voter plutôt que de voter pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un risque calculé de la part de Netanyahou. Alors, Netanyahou lui-même, au sein du Likoud, il essaye de se battre pour obtenir, on va dire, un changement dans la composition, le mode de composition de la liste électorale, parce qu'effectivement, faut pas avoir une vue particulièrement affûtée pour comprendre que la liste électorale du Likoud, la dernière, elle est pas particulièrement séduisante et que les primaires qui étaient, on va dire, l'apanage, on va dire, le modèle du Parti démocratique, eh bien, aujourd'hui, ça se retourne contre le Likoud aujourd'hui. Il a peut-être raison, Binyamin Netanyahou, de revenir à la période de ce que l'on appelait la Vada Mesaderet de Begin et de Shamir. Et donc il a demandé 8 nominations sur les 25 premières places. A priori, il les a obtenues, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour les autres, effectivement, parce que ça recule tout le monde. Et en sachant que les projections du Likoud sont entre 20 et 25, voire 28 dans les sondages optimistes. Ça veut faire au moins une dizaine de députés qui vont sortir. Qui restent dehors. Oui, donc bien sûr. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour les députés en eux-mêmes. Et pour répondre à votre question, je pense que Netanyahou a été pris dans sa logique. C'est-à-dire que d'un côté, à un moment donné, suite à ses procès, etc., il a fait le choix de dévier de la ligne Mamlarti, fédératrice, classique, Likoud libéral, etc., dont il était lui-même un des tenants. Qu'il a défendu lui-même dans la Cour suprême, etc. Et dans son combat pour prouver son innocence et pour où il considère qu'il est persécuté par l'appareil judiciaire, de facto, il a dû aller vers des messages beaucoup plus radicaux. Et ça fait effet boule de neige parce que ça attire des adhérents et des candidats députés qui, eux, sont, comme Tali Gottlieb en l'occurrence, qui, eux, sont à l'aise avec ce genre de message. Et donc, ça vient avec la radicalité, ça vient avec les cris, ça vient avec tout ça. Et donc, maintenant, ça fait victime de son succès. C'est-à-dire qu'il a eu besoin de cette liste pour soutenir son combat contre l'appareil judiciaire, mais aujourd'hui, il se rend compte que la liste est allée tellement loin que ça fait repoussoir. Donc, il est dans une situation où il essaye d'équilibrer. Et où il est allé jusqu'à menacer les députés du Likoud en disant si vous faites pas ce que je vous impose, je crée un nouveau parti. Je me barre, voilà, et je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Et on a testé, le Maariv a testé la semaine dernière. Et dans ces cas-là, le Netanyahou lui-même obtient 16 sièges et les autres. Tous les autres, 7 mandats. 7 mandats en politique israélienne, c'est dangereux. C'est pas très loin du seuil. Donc ça veut bien dire en fait qu'il n'y a pas tellement d'adhérents qui sont pro cette liste-là et Netanyahou a raison de vouloir la changer. Alors, on est en train de constater des frémissements, on va dire au centre, quelque part au centre.
auprès de l'électorat, de ce que j'appellerais les hommes lessimes de la classe politique israélienne, ceux qui ne savent pas pour qui voter. Il y en a beaucoup, on parle de plus de 25% de l'électorat israélien qui ne sait pas pour qui voter. Et on a le sentiment qu'il y a autour, justement, on va dire, dans la droite modérée, qui peut être aussi la droite sioniste religieuse modérée. On va dire en partie des gens modérés qui pourraient très bien peut-être rentrer dans le feu parti de Benny Gantz, ou peut-être même avec Gadi Eisenkot, ou même avec Yuli Edelstein. Il y a une organisation, Hili Troper, David Simri, pardon. Est-ce que vous croyez à cette hypothèse d'un parti qui pourrait jaillir du bas, avec, on va dire, les héros du 7 octobre, des gens qui ont marqué la vie politique ou on va dire la société israélienne par leur douleur, par leur dignité, par leur courage, et qui puissent rassembler, on va dire, un parti qui serait pas un parti fourre-tout, mais un parti qui serait de centre-droite? Alors, les héros du 7 octobre, certains d'entre eux sont déjà entrés en politique, et pour le coup, ils sont comme la société israélienne, c'est-à-dire qu'ils sont éparpillés dans tous les partis. Oui. Il y en a au sionisme religieux, il y en a chez Yair Golan, il y en a chez Eisenkot, il y en a chez Lieberman, etc., etc. Donc, c'est pas uniquement ça qui pourrait spécifier, mais effectivement, une certaine droite, Yuli Edelstein, qui annonce qu'il quitte le Likoud après plus de 20 ans. Yuli Edelstein, Ayelet Shaked, tous ces gens-là. Tous ces gens-là, ça peut former un parti qui passe le seuil d'éligibilité. Oui, alors, encore une fois, dans les sondages, pour l'instant, c'est pas très haut, c'est 5, et donc 5, on sait ce que c'est compliqué. C'est une vraie question parce que d'un côté, les Israéliens, dans le discours, ils disent tous on veut de l'unité, parce que qu'est-ce qu'ils nous promettent ces partis? On imposera un grand gouvernement d'union, on évitera les extrêmes et on ira en gros du Likoud jusqu'à Bennett et Eisenkot, quoi, en gros. Encore une fois, le problème de ça, c'est quoi? C'est que les Israéliens aiment bien en théorie, mais dans les faits, déjà dans les sondages, Israël Hayom a testé la semaine dernière sur quoi les Israéliens seraient capables de renoncer. Ok, vous voulez un gouvernement d'union? Eh ben en fait, très peu. Ouais. C'est-à-dire que les électeurs de droite ont beaucoup de mal à renoncer à une réforme judiciaire importante. Les électeurs de gauche ont beaucoup de mal à accepter un Netanyahou toujours au pouvoir. Donc en fait, au final, il y a les discours et il y a dans les faits. Et n'oubliez pas que Endel, qui donc en ce moment Yoaz Endel et Ayelet Shaked avaient tenté ça en 2022 en disant nous imposerons un gouvernement d'union. Au final, ils n'ont pas passé. Bon, c'est à exploser en cours de route et tout. Mais c'était une autre constellation. Mais moi, j'avoue que j'étais très optimiste il y a quelques mois et maintenant je le suis moins parce que j'ai l'impression que tout le monde est retourné à ses anciens réflexes, c'est-à-dire les réflexes de ma chapelle, mon petit coin, et que les Israéliens parlent d'unité, mais sont pas prêts à créer les alliances ou à prendre les paris ou à faire les concessions qui le créerait ce fameux... Bon, disons que c'est encore un peu tôt. Les listes vont se former, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Bon, eh bien on va en rester là. On aura certainement l'occasion de se reparler au cours de cette campagne électorale qui risque de s'avérer être très, très mouvementée, on va dire au moins, dans la classe politique israélienne. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir accepté de commenter cette actualité brûlante, cette actualité politique en particulier. Merci d'avoir été avec nous et d'être venu dans notre studio. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Eh bien, on arrive à la fin du livre de Bemidbar, qui est de facto, on va dire, la fin de l'histoire de la Torah, puisque le Chumash de Devarim, c'est une répétition, Mishneh Torah, c'est une répétition, on va dire, de la Torah, le fameux discours, on aura l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines, le discours de Moshe Rabbeinu. Mais là, on se trouve à la fin, on va dire, des pérégrinations du Ham Israël, avec des contacts, des guerres contre les Midianim également, mais aussi donc la nécessité pour le peuple de combattre, et on s'approche d'un mode de combat qui va être moins miraculeux qu'il ne l'était jusqu'à présent, on va dire plus normatif, on va dire, avec Yehoshua qui va partir vers la conquête de la terre d'Israël.
Et justement, autour de cette mobilisation des forces vives du peuple d'Israël, des Bnei Israël dans le désert, aux portes d'Israël, eh bien, on voit cette fameuse phrase qui est destinée aux 2 tribus et demie des Bnei Israël qui veulent rester de l'autre côté du Jourdain et qui voudraient cultiver, trouver la terre de pâturage la plus adéquate pour leurs troupeaux, et qui disent, eh bien, nous, on voudrait rester sur place. Et Moshe Rabbeinu dit cette phrase, mais comment vos frères continueraient à combattre dans la conquête d'Israël et vous resteriez ici? Et cette phrase, c'est vraiment, elle nous met dans l'actualité de ces derniers mois, autour juste du grand débat sur la position du monde orthodoxe concernant l'armée, parce que, eh bien, c'est le message que beaucoup des milliers d'Israéliens, en particulier dans le sionisme religieux, où on étudie la Torah, eh bien, on fait passer ce message, à savoir, comment est-il possible qu'une partie du peuple, eh bien, se dissocie de l'autre, bien, même si, dans l'histoire, et vous allez tout nous le dire, dans l'histoire, eh bien, les 2 tribus et demie, eh bien, vont combattre aux côtés des enfants d'Israël. Oui. Donc, le cas est effectivement un cas d'école, si je puis dire, celui des tribus de Réhouven, Gad et de la demi-tribu de Ménaché, qui se trouvent bien de l'autre côté du Jourdain, des terres qui ont été gagnées sur Og et sur Sichon, de manière assez miraculeuse d'ailleurs. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, l'armée d'Israël doit entrer en Canaan et conquérir la terre. Et alors évidemment, on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure que l'actualité, mais moi, en étudiant les commentaires, notamment du Or HaChaim, j'ai trouvé quelque chose qui a attiré mon attention. Moshe, effectivement, demande à ces 3 tribus, aux soldats de ces 3 tribus, de rejoindre les autres tribus, bien que leur terre soit assurée. Et le Or HaChaim nous dit, cette demande de Moshe, et il s'appuie sur le texte, naturellement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, elle est moins motivée par des raisons militaires, parce que les autres tribus auraient très bien pu mener la campagne tout seuls, que par des raisons spirituelles. Et le Or HaChaim explique de manière, je dirais, assez profonde. Il dit, voilà, l'aboutissement de la guerre, la victoire finalement, dépend évidemment de l'armée, mais elle dépend surtout de l'aide divine finalement. C'est ce qui fait qu'une armée est victorieuse, ou même si elle est très puissante, si cette aide divine n'arrive pas, eh bien l'armée connaît des échecs. Cette aide divine-là, nous dit le Or HaChaim, elle dépend, en ce qui concerne Israël, de l'unité du peuple d'Israël. Elle dépend du clan Israël. Elle dépend de la solidarité de l'ensemble. C'est cette solidarité de l'ensemble qui crée suffisamment de mérite, nous dit le Or HaChaim, et qui permet d'obtenir de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus efficace, l'aide divine. Et donc, le Or HaChaim nous dit, en réalité, la demande de Moshe à ces tribus, c'est une demande qui est liée à un aspect spirituel et pas à un aspect militaire. Et donc là, je dirais, on peut faire le lien, on peut faire la connexion avec le problème des ultra-orthodoxes. Le vrai problème n'est pas tellement un problème finalement militaire. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés sur le nombre de soldats qui sont engagés, mais il y a une nécessité de montrer que on adhère à cette valeur suprême qui est l'unité d'Israël, qui est le clan d'Israël. Ce que font par exemple les Lubavitch. Les Lubavitch prennent des décisions, d'ailleurs, il n'y a pas d'ordre, je dirais, de la hiérarchie, si je peux dire, entre guillemets, Lubavitch ne va faire l'armée, mais il y a surtout, du côté des Lubavitch, des manifestations de solidarité permanentes depuis le début avec Tzahal.
Ce qui n'a pas été le cas c'est ça. De la majorité des ultra-orthodoxes. C'est ça, parce que vous êtes en train de dire que c'est peut-être pas le problème, c'est peut-être pas l'enrôlement des élèves des yeshivot dans Tsahal, mais c'est le sentiment, comme on dit en ivri, de shayachut, de se sentir solidaire. Exactement. Et qui n'était pas présent, il faut bien l'avouer, dans le monde orthodoxe au cours des 3 dernières années, même si les orthodoxes diront, bah oui, mais nous on fait des prières, on a lu des Teilim, etc. Mais souvent les orthodoxes n'étaient pas au rendez-vous, ils n'étaient pas, on ne les sentait pas. C'est le vrai mot, c'est le terme. Parce que vous voyez ici la demande de Moshe Rabbeinu. C'est pas une demande qui porte sur des prières. Oui. C'est une demande qui porte sur un engagement physique concret. Mmh. Vous allez passer le Jourdain avec vos frères. Ils sont restés 14 ans. Hein. Oui. Les soldats de ces 3 tribus sont restés le temps qu'il a fallu à Yehoshua de conquérir la terre d'Israël. Ils sont rentrés de l'autre côté du Jourdain 14 ans après. Oui. Donc, ce qu'a demandé Moshe, c'est un engagement concret. Évidemment, il y a les prières, mais tout le monde prie. C'est-à-dire, même ceux qui sont engagés, ils prient, et leurs prières, en principe, sont encore plus entendues que ceux qui sont loin. Donc, c'est pas ça. Je veux dire, là, on est en plein dans l'actualité. Il aurait fallu, au lieu de déclencher des affrontements, montrer un amour du peuple d'Israël. Et je pense que les choses seraient passées différemment. C'est-à-dire, ces formules, Namout Velonit Gaïes, c'est-à-dire, elles n'étaient pas indispensables. On aurait pu faire passer un autre message. Non, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Je pense que c'était une erreur. Je suis désolé, je pense que c'était une erreur. Il fallait avoir une stratégie très proche de celle des Lubavitch. C'est-à-dire de n'avoir aucune réserve. Voilà. Et une empathie. De la solidarité. Voilà. Une empathie naturelle, on va dire, qu'il aurait dû être... Une empathie de dire, voilà, ben on est là, on aide des soldats, on est là, on leur apporte un certain nombre de choses, on leur apporte les tefilines, on leur apporte des livres de prière, pourquoi pas, mais on est avec eux. Voilà. Alors, c'est avec, je dirais, un engagement il aurait pu être négocié. C'est pas forcément un engagement dans le combat. Ça peut être un engagement dans des aides diverses, dans la périphérie de Tsahal. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que cet épisode-là nous permet d'avoir une réflexion sur ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer, qui est très, très dommage, dans l'affrontement du monde ultra-orthodoxe avec le reste du peuple d'Israël. Eh bien, on l'a bien compris et on espère peut-être que justement à la lecture de ces passages de la paracha de Matot et de Massé, qui est d'ailleurs une très longue paracha, eh bien peut-être que il y aura un réveil. Il faut être peut-être un peu naïf, mais en tout cas peut-être que la lecture de la Torah rappellera justement la responsabilité de chaque individu au sein du Ham Israël en faveur de la collectivité, sans qu'il n'y ait de défection à ce niveau-là, et en particulier lorsqu'il s'agit de combattre. Merci beaucoup David Saada d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom, à bientôt. Et il faut bien l'avouer, ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens sont des manchettes belliqueuses qui évoquent le retour de la crise ouverte entre les États-Unis et l'Iran, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, ainsi que les principaux sites d'information israéliens mentionnent en évidence la déclaration musclée de Donald Trump hier. De mon point de vue, le cessez-le-feu avec l'Iran est terminé. Le Israël Hayom nous montre une photo de Donald Trump furieux hier au siège de l'OTAN à Ankara et une menace. Nous allons à nouveau frapper l'Iran avec puissance. Et en sous-titre, le Yediot Aharonot nous annonce plusieurs menaces. Les Iraniens sont des menteurs, c'est un cancer qu'il faut neutraliser. Et en réponse à Téhéran, on se fait aussi tout à fait menaçant. Nous allons à nouveau fermer le détroit d'Ormuz, affirment les Iraniens. Un développement très inhabituel également. Israël a proposé aux Américains de déplacer certaines de leurs bases au Moyen-Orient dans le Negev. Le Israël Hayom titre d'un seul mot, Mukhanim, nous sommes prêts. Et ce message est celui en particulier des élèves pilotes de chasse de l'armée de l'air israélienne qui recevront aujourd'hui leurs ailes de pilote lors d'une cérémonie avec le chef d'état-major de Tsahal et peut-être aussi le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Parmi eux, 2 femmes qui pourraient bien être amenées à frapper le régime iranien
en Iran si la confrontation devait reprendre. Le Yediot Aharonot nous livre tout de même une estimation plus rassurante. Même si la confrontation devait reprendre, il est peu probable que l'on se retrouve dans une situation de guerre générale comme au 28 février dernier. Et puis autour du sommet de l'OTAN et du rapprochement entre Donald Trump et Tayyip Erdogan, le Israël Hayom nous présente un portrait très négatif de celui qui pourrait succéder au président turc. Il s'agit du chef de la diplomatie turque à Ankara, Hakan Fidan, qui est en train de devenir l'homme fort du régime derrière Erdogan. Et cela n'est pas du tout rassurant pour Israël. Fidan multiplie les déclarations hostiles à l'État hébreu, même carrément antisémites. Israël a un véritable problème avec Fidan, affirme le docteur Assa Ophir, expert dans le dossier turc. Au sein de la défense nationale, on le définit comme un drap rouge dangereux de par ses relations avec le régime iranien. Fidan est par ailleurs l'un des architectes de la politique turque en Syrie et l'un des principaux interlocuteurs du président Hachara. Un portrait donc dressé ce matin dans le Israël Hayom par Shachar Kleinman. Le Maariv, lui, s'est penché sur les déclarations faites hier par Tayyip Erdogan en clôture du sommet de l'OTAN à Ankara. Le président turc a reconnu qu'il y avait des hauts et des bas dans les relations entre l'Iran et les États-Unis. Et pour lui, il est prioritaire de garantir les chances de paix dans la région. Ensuite, Erdogan s'en est pris à Israël, qui selon lui continue à combattre tant dans la bande de Gaza qu'au sud Liban. Il a déploré que le territoire libanais soit conquis par Israël, a-t-il dit. Selon lui, il ne faut pas récompenser ceux qui mènent une politique de déstabilisation régionale, sous-entendu l'État d'Israël. Et puis ce matin, en première page du Israël Hayom, une enquête avec une question à la clé. Est-ce que vraiment le monde entier est contre l'État hébreu ? Et le Yediot Aharonot a posé cette question à plusieurs personnalités israéliennes comme Zvi Hauser ou l'ex-ambassadeur d'Israël aux États-Unis Mike Oren. En page 2 à 5, eh bien, le Israël Hayom parle dans ce dossier de bataille diplomatique entamée par Israël pour contrer ses ennemis et redorer son blason international. Le journal confirme une baisse sensible du soutien dans l'État d'Israël bénéficie au sein de la population américaine, ce qui pousse l'ambassadeur Mike Oren à dire qu'Israël ne doit pas craindre de corriger les leaders américains lorsqu'ils colportent à son sujet des mensonges grossiers. Il parle d'une crise aiguë prolongée entre Israël et l'Europe et insiste sur la centralité de l'Italie de Giorgia Meloni, et le Israël Hayom mentionne également l'espoir que l'on peut nourrir en assistant à un renforcement des relations entre Israël et l'Asie en général et entre Israël et le sous-continent indien en particulier. Un dossier sur 2 doubles pages très intéressant ce matin dans le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot, lui, ouvre en première page un dossier électoral, cette fois un dossier important autour du Likoud. Selon le Yediot Aharonot, la tension grimpe au sein du grand parti de droite après que Binyamin Netanyahou réclamait 5 des 10 premières places dans la future liste électorale du parti aux prochaines élections pour des candidats de son choix. Cela risque de susciter un vif mécontentement non seulement auprès des députés mais également auprès de plusieurs ministres du gouvernement qui pourraient se voir rétrogradés vers le milieu de la liste électorale. Certains responsables du Likoud émettent de plus en plus ouvertement des critiques envers Binyamin Netanyahou. Ils lui reprochent par exemple de vouloir provoquer le chaos au sein du parti afin qu'il n'y ait pas de primaire. Quant au Maariv, eh bien, il publie ce matin un sondage qui révèle que pour la première fois, le parti de Gadi Eisenkot Yachar dépasse en nombre de mandats le Likoud. Et puis toujours en première page du Yediot Aharonot ce matin, un classement très honorable pour Jérusalem, la capitale de l'État d'Israël. Jérusalem, la ville qui vaut de l'or, à titre ce matin le Yediot Aharonot en révélant que Jérusalem a été classée au 7e rang d'un classement américain très prestigieux, le World Best Award du magazine américain Travel and Leisure. Plus de 600 000 touristes venus du monde entier ont classé Jérusalem au 7e rang des sites touristiques les plus prisés au monde. Jérusalem est même devenu le site touristique préféré au Moyen-Orient. Selon les témoignages recueillis, Jérusalem éveille de profonds sentiments religieux et pas seulement pour les Juifs. Les touristes arrivent à Jérusalem et pleurent, affirme le magazine. Jérusalem donc se classe juste derrière Bangkok en Thaïlande. Et puis pour terminer toujours dans le dossier du tourisme, une bonne nouvelle dans les sites d'information israéliens pour ceux qui voudraient partir en vacances au Maroc. C'est à nouveau possible grâce à la compagnie aérienne israélienne Arkia qui a annoncé l'ouverture d'une liaison directe Tel Aviv-Marrakech. Une liaison qui débutera le 24 août prochain. Selon la compagnie israélienne, il y aura dans un premier temps 2 vols hebdomadaires, les lundis et les mercredis vers Marrakech. Et le prix des billets à partir de $329. C'est la fin de cette revue de la presse.
Attention, cette chronique n'est pas un billet d'humeur, ce n'est pas une critique ou un cri politique. Cette chronique est une invitation. Une invitation au rendez-vous culturel estival le plus attendu à Jérusalem. Une invitation au voyage, une invitation au rêve et à la curiosité. À l'heure où voyager est devenu financièrement et techniquement compliqué, la 43e édition du Jérusalem Film Festival ouvre ses portes ce soir, ce jeudi 9 juillet. Et ce festival international du cinéma de Jérusalem offre une autre façon de découvrir le monde. Pendant 10 jours, Jérusalem l'universel devient une formidable fenêtre ouverte sur les 5 continents. Au programme, la Palme d'Or de Cannes, Fjord, l'Ours d'Or de Berlin, Yellow Letters, mais aussi le nouveau James Gray, Paper Tiger avec Adam Driver et Scarlett Johansson, Moulin avec Gilles Lelouch, le dernier film de Daniel Auteuil, ou les nouveaux Soderbergh, Camille Cotin, Jonathan Cohen, ainsi que de nombreux films israéliens. Bien sûr, il y a de grands noms du cinéma mondial, mais la vraie richesse du festival est ailleurs. Dans cette succession de regards venus du Japon, de Corée du Sud, de Turquie, d'Iran, d'Europe ou d'Amérique latine, chaque film nous fait entrer dans une société différente, avec sa culture, ses codes, son histoire. Et c'est peut-être là que le cinéma accomplit son plus beau miracle. Lorsqu'on laisse de côté les discours politiques pour regarder simplement des femmes et des hommes vivre, aimer, souffrir, vivre ou espérer, on découvre souvent que les émotions sont universelles. Un film iranien ou turc peut parfois nous sembler étonnamment familier, parce qu'au-delà des frontières, des langues et des conflits, les préoccupations du quotidien, les cultures et les valeurs des peuples se ressemblent bien plus qu'on ne l'imagine. Et le spectateur se reconnaît. Dans le cadre exceptionnel de la Cinémathèque de Jérusalem et de la piscine du Sultan, en contrebas de la vieille ville, avec un magnifique panorama, le JFF permet de boire un verre dans un cadre magnifique, de croiser des passionnés et d'échanger en toute simplicité avec des artistes israéliens accessibles. Ce festival n'est donc pas seulement une célébration du 7e art, c'est aussi une invitation à la rencontre et à regarder le monde autrement, et peut-être à mieux comprendre ceux qui l'habitent. Durant 10 jours, Jérusalem endosse sa vocation universelle, alors entrez dans la danse et envolez-vous. Bien, ce matin, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Ismail Saidi. Ismail, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vais vous présenter, commencer à vous présenter. Vous allez continuer à la présentation. Vous êtes, on va dire, vous êtes né en Belgique, vous êtes né dans la région de Bruxelles, vous êtes de parents marocains. Et vous êtes depuis de nombreuses années, vous avez même été policier, j'ai lu ça, vous avez été pendant plusieurs années policier dans la police belge, et maintenant, depuis de nombreuses années, vous êtes à la fois, on va dire, scénariste, dramaturge, vous produisez des spectacles et des pièces de théâtre, le plus souvent, autour de votre identité, on va dire, d'identité musulmane, autour aussi on va dire, des problèmes liés à l'antisémitisme, parce que c'est un de vos grands chevaux de bataille. J'ai bien commencé la présentation, vous pouvez la continuer? C'est pas mal du tout, Oui, donc je suis né à Bruxelles, mes parents viennent du Maroc, ça vous l'avez dit, de Tanger, du nord du Maroc. Donc je suis un fils d'immigrés, j'y ai passé 40 ans de ma vie, et depuis 10 ans maintenant, je vais bientôt avoir 50 ans. J'habite en France, et effectivement, dans mon parcours artistique, alors je vous fais rapidement la genèse, parce que je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent. Moi au départ, c'était pas du tout ça mes thématiques. Moi je voulais faire des pièces, je voulais faire des films. J'ai d'abord commencé comme réalisateur, comme scénariste, puis je suis passé au théâtre et je voulais faire juste 2 films. Voilà, parce que mon rêve, c'est de raconter des histoires. Et il se trouve qu'en 2014, j'étais en train de scroller là sur Internet et je suis tombé sur une photo d'un mec qui était avec moi en classe quand j'avais 15-16 ans à Bruxelles. Là, j'en avais 38 en 2014. Et il était en Syrie avec un drapeau de Daesh et une Kalachnikov sur le bras. Et ça m'avait un peu interpellé. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui étaient partis de Bruxelles en Syrie. On était encore loin des attentats. Et du coup, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Djihad et qui raconte l'histoire de 3 mecs qui partent de chez moi à Bruxelles pour aller en Syrie pour tuer du mécréant. Et en fait, sur la route, on découvre ce qui fait que chacun passe du côté obscur de la force. C'est une comédie, on rit beaucoup, et puis on pleure beaucoup dans Djihad. Et j'ai essayé de créer Djihad, personne ne voulait de cette pièce à Bruxelles, personne ne voulait en entendre parler, un truc qui s'appelle Djihad et une comédie en plus. Donc j'ai créé la pièce dans une petite salle perdue au fin fond
au fin fond de Bruxelles. Et j'avais 5 soirs pour la créer, pas de moyens, machin. Donc j'ai créé la pièce, on était 3 comédiens sur scène. Et ça se passe bien, je suis très content parce que personne ne me tue à la fin du spectacle, donc ça marche. La pièce est une vraie critique sur la radicalisation, mais surtout une critique sur l'extrémisme religieux, en l'occurrence le musulman, le mien, quand il écrase ses croyants. Et donc la pièce se finit, donc on l'a créée du 26 décembre au 30 décembre 2014, les dates sont importantes. J'ai fini, je suis content, tout va bien, et 3 semaines après, il y a l'attentat à Paris, d'abord Charlie Hebdo, puis l'épicerie cachère, puis Clarissa Jean-Philippe, qu'on a tué sur ce rond-point, et là les médias s'intéressent à ce spectacle bizarre qui raconte le présent. Et la version courte, c'est que la pièce qui aurait dû tenir 5 soirs, ça fait 12 ans qu'elle est en tournée, elle a été vue par plus de 3 millions de personnes. Elle a été traduite dans le monde entier, elle est dans les programmes scolaires en France. Bref, c'est un énorme phénomène qui m'a dépassé moi le premier. Mais ce qui nous amène à une discussion, c'est que un des 3 personnages, Ben, qui est un peu l'idéologue, lui, son rêve, c'était de devenir comme Elvis Presley. Il était fan d'Elvis. Fan absolu. Et donc, il chantait comme Elvis, il allait dans les cafés-concerts, il se prenait pour le sosie d'Elvis. Et donc, il a accumulé beaucoup d'argent pour pouvoir partir réaliser son rêve à Graceland, voir la tombe du King. Et il arrive à Graceland et il voit la tombe du King et il voit que Elvis s'appelle Elvis Aaron Presley. Et comme il s'appelle Aaron, il pense qu'il est juif. Et comme on lui a appris à détester les juifs, il a honte de ce qu'il a fait. Il retourne en Belgique et il a tellement honte qu'il en parle à un imam qui lui dit que si tu veux laver tes péchés, tu pars en Syrie. On ferme la parenthèse par rapport aux 3 personnages. C'était la première fois que je mettais le pied dans l'antisémitisme. Alors moi, je mettais le pied dedans un peu sous forme de la comédie. Je pensais vraiment pas que le fléau était aussi gros. Il faut savoir que Djihad a été joué devant des millions de jeunes aussi. Il y a toujours un débat. Dans les écoles, dans les lycées. Hein. En France, en Belgique, que lycée pro, collège, prison, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a toujours un débat derrière que j'anime. Et il se trouve que à chaque fois, quelle que soit la thématique, tout ramenait vers les Juifs. Tout. C'est toujours la faute d'un juif quelque part, et puis le sionisme, machin, etc. Et c'est quelque chose que j'avais entendu, bien sûr, quand j'avais 15-16 ans dans le quartier. Moi, j'ai grandi au fin fond d'un quartier de Bruxelles, où déjà l'antisémitisme était quand même bien larvé, bien présent. Et du coup, ça m'a poussé à avancer un peu plus là-dedans. Donc, j'ai écrit après La Suite Gêne, où le personnage principal se fait exposer dans une école juive. Et donc, j'essaie de décortiquer, de déconstruire l'antisémitisme, puis encore Eden, etc. Et donc, de succès en succès, quand j'ai fini ce cycle en 2022, au Théâtre de Liège, j'avais dit au directeur que j'en avais marre des thématiques compliquées. Et que, en même temps, je m'étais rendu compte qu'un des sujets les plus compliqués à discuter avec les jeunes et les moins jeunes, c'était la Shoah. Parce qu'on passait le temps à me dire que c'était pas vrai, les Juifs ils ont inventé ça, c'est justement parce qu'ils arrêtent pas de chialer, c'est pour cacher les saloperies qu'ils font, etc. Et donc j'avais dit au directeur de Théâtre de Liège, je vais essayer de parler de la Shoah parce que j'ai pris tous les sujets pourris et personne m'a tué. Donc peut-être que si je vais là-dedans, je pourrais y arriver. Et donc, du coup, il me donne le feu vert. J'ai créé un spectacle qui s'appelle Jérusalem. Jérusalem, c'est un fait divers que j'avais lu dans le journal Le Monde, d'une famille palestinienne à Jérusalem-Est, dans un quartier qui s'appelle Sheikh Jarrah, qui devait rendre les clés de leur maison à une famille juive qui avait prouvé que cette maison leur appartenait avant 48. Et donc, moi, je trouvais que c'est très intéressant parce que sur la symbolique, techniquement, les deux ont raison. La famille juive, c'est sa maison. Et le Palestinien, ils y habitent depuis 50 ans, donc il peut dire, c'est un peu chez nous aussi. Du coup, j'ai écrit un spectacle qui commence comme ça, où effectivement, il y a un personnage qui remet les clés de sa maison à une femme qui vient du Québec, Delphine Lachance, qui est juive. Et ils s'engueulent, ils s'envoient des noms d'oiseaux, etc. Et la pièce se déroule à un moment précis, il y a une éclipse solaire à Jérusalem et une tempête magnétique qui fait que pendant qu'ils s'engueulent, ils sont chacun possédés par les anciens. Lui par son grand-père, et elle par sa grand-mère, rescapée polonaise de la Shoah. Et ils racontent leur histoire. Et du coup, la grand-mère raconte tout son parcours, depuis les ghettos de Varsovie jusqu'à son arrivée en Israël, qui est encore le mandat britannique. Et donc, tous les chambres à gaz, Treblinka, enfin, tout est raconté. Et le grand-père raconte, lui, sa partie à lui de l'histoire, à savoir sa naissance en Palestine mandataire, sa famille qui est partie, etc., etc. Et ça oblige le public et les personnages à écouter ça. Donc au départ, c'était ça mon idée. J'ai créé la pièce en 2022, je la propose au Théâtre de Liège, il me dit c'est super, il me dit effectivement, c'est pas du tout un sujet polémique, donc on peut en parler, ça reste que de l'histoire. Et il programme la pièce pour 2024.
avril, et entre-temps, il y a le 7 octobre. Et entre-temps, il y a le 7 octobre. Et effectivement, voilà. Et alors, le 7 octobre va être un carrefour extrêmement important dans votre carrière. Et je vais avouer à nos auditeurs, ce qui m'a poussé à vous interroger aujourd'hui, c'est une phrase que vous avez fait partager dans une interview dans laquelle vous disiez que ce que vous ne compreniez pas, c'est pourquoi finalement l'Occident, peut-être l'ensemble du monde, les humanistes en particulier, n'avaient pas tendu l'épaule aux Israéliens au lendemain du 7 octobre, et que cela, d'une certaine manière, pouvait expliquer le fait que les Israéliens soient passés relativement rapidement de la douleur du 7 octobre à la colère et même à la haine envers leurs ennemis. Alors, c'est pas courant de voir des gens qui comprennent ce genre de situation, même si on peut peut-être mettre un bémol, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui vous diront non, on n'a pas de haine, mais on a effectivement eu beaucoup de colère, et on a eu souvent le sentiment de dire qu'il fallait, face à ces massacres et à ce drame, il fallait être fort, il fallait essayer de repousser les ennemis qui voulaient notre disparition. C'est-à-dire, comment vous êtes arrivé, vous, à cette conclusion? C'est important, parce que c'est pas la conclusion que tous les humanistes de l'Europe bien éclairés, à laquelle ils parviennent. D'abord, pour moi, et je pense que c'est ce qui peut-être, alors je me trompe, mais c'est peut-être ce qui m'aide à voir les choses avec mon regard naïf, peut-être d'enfant, c'est que pour moi, Israël, la Palestine, c'est pas l'alpha et l'oméga de ce qui se passe sur Terre. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où c'est pas l'alpha et l'oméga de ce qui se passe sur Terre, je peux regarder la situation avec un recul qui fait que moi, je ne m'attache à aucun camp. Moi, je suis pas plus proche d'un Palestinien que d'un Israélien. C'est pas parce que le Palestinien est arabe. Moi, je suis même pas arabe. Je viens du Maroc. On n'est pas des Arabes. On a été envahi par les Arabes. Donc, c'est pas parce que le Palestinien est arabe que moi, je serais plus proche de lui qu'un Israélien. Je pense que je suis plus proche d'un Israélien qui parle français que d'un Palestinien qui parle arabe. Donc, le monde est beaucoup plus complexe. Et effectivement, le 7 octobre, donc nous, on voit ces images ici, et comme en Israël, on les voit par vagues. Donc, au début, on se dit, tiens, il y a un truc qui s'est passé. Tiens, alors, on a tellement l'habitude que dans cette région du monde, ils se tapent dessus, qu'on se dit, bah, tiens, peut-être une attaque, etc. Au départ, c'est horrible à dire, mais c'était une attaque, en fait. Et puis, les heures avancent et puis on se rend compte que c'est un peu plus qu'une attaque. Et moi, ça m'a rappelé deux gros événements. Ça m'a rappelé le 11 septembre. Je suis assez vieux pour l'avoir connu. Et ça m'a rappelé le Bataclan aussi. C'est-à-dire ces moments où il se passe un truc, c'est bizarre. On n'y croit pas trop parce qu'on se dit non, c'est un peu trop gros ce qu'on nous raconte. Et plus on avance, plus on se rend compte que c'est plus gros que ce qu'on pensait. Et donc, c'est ce qui se passe le 7 octobre. Donc, nous, on a du retard par rapport à vous. Donc, on a les images un peu plus tard. Et on va voir sur les réseaux sociaux, et là, les images sont encore plus dégueulasses, parce qu'au début, c'était pas encore filtré. Donc, au début, il y avait des terroristes de Hamas qui ont posté des vidéos, qui ont tourné très, très vite. Et là, on se rend compte qu'on est sur autre chose. On est quand même sur une violence absolue. On découvre d'abord ce festival, et moi, je me dis, j'ai un gosse, c'est plus un gosse, mais j'ai un gosse de 27 ans, j'en ai un autre de 22 ans, il pourrait être dans ce genre de festival-là. Donc, n'importe quel être humain, je m'en fous que ce soit des Israéliens ou des Juifs, je fais un transfert. Ça pourrait être mon gosse. Mon gosse pourrait être dans ce festival. Mon gosse pourrait avoir été abattu parce qu'il dansait, en fait, finalement. Et puis, on voit ces kibboutz. Et puis, on voit les victimes. J'ai pas vu beaucoup de victimes habillées en treillis militaire, quand même. J'ai vu une vieille grand-mère avec sa fille handicapée. J'ai vu une jeune fille dénudée, morte, ou même le respect pour excusez le terme, mais même le respect pour un cadavre, pour un défunt, pour un corps, ils l'ont pas eu. Puis j'ai entendu des phrases qui disaient j'ai tué des juifs, j'en ai tué 10 ou je sais plus combien. Donc on peut jouer la carte de géopolitique. Hein, on peut, et ça, on peut en parler pendant des heures. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce fait-là. Dans ce fait-là, c'était une barbarie absolue. Et vous vous dites, bah, dès le lendemain, on va tous pleurer. C'est logique. On va se dire, écoutez, en Israël, vous êtes loin de nous, mais vous n'êtes pas seuls, on est là, vraiment. Si vous avez besoin de nous, on est là. Voilà mon épaule. Je ne peux pas te donner grand-chose, mais viens pleurer. Et il s'est passé comme très souvent avec Israël, c'est que dès le 8, les gens étaient en train de se dire, quelle va être la riposte d'Israël? Voilà. Et ça, c'est depuis toujours. Et ça me pose un problème parce que l'empathie, elle n'est pas sélective.
Et j'ai l'impression que l'empathie aujourd'hui, elle doit être sélective. Je dois être en empathie avec quelqu'un qui me ressemble, hors technique. Alors, en plus, les Israéliens me ressemblent. Mais je veux dire, je dois être en empathie avec quelqu'un qui aurait des liens communautaires ou idéologiques avec moi. Et puis, en plus, en France, on a décidé, certains partis ont décidé qu'il y avait des bons et des mauvais. Et puis, on a repris cet argument foireux que j'ai connu dans mon adolescence de l'antisionisme pour dire de manière détournée qu'on est antisémite. Mais c'est plus sexy de dire antisioniste. Et donc, tout ça fait qu'à un moment donné, je pense, en tant qu'être humain, si je veux pouvoir me regarder dans la glace, si je veux pouvoir continuer à jouer sur scène, si je veux pouvoir continuer à avoir cette responsabilité que j'ai quand je parle à des ados, c'est que je peux pas mentir. Je vais pas mentir. Je vais pas dire que j'ai pas pleuré, que j'ai pas été touché. Je vais pas dire qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème pour l'instant. Ce problème continue. C'est qu'en fait, on a une société israélienne qui est aussi comment dire, qui est aussi humaine que les autres dans son humanité. Ça veut dire qu'il y a des choses bien en Israël, des choses qui sont foireuses en Israël, il y a des chouettes femmes et hommes politiques en Israël, il y a des imbéciles chez les hommes et politiques en Israël, comme tous les pays du monde. Il n'y a aucune différence. Sauf que, pas d'empathie. C'est pas grave. Si on pète un bus, on pète un bus, c'est pas grave. C'est un pays qui est tout petit, en plus. Je veux dire, c'est un pays qui est l'alpha et l'oméga de toutes les haines, finalement. Vous avez des pays au bout du monde, je sais pas, en Argentine ou ailleurs, je pense qu'il y en a là-dedans, ils savent même pas où se trouve le Moyen-Orient, et qui donnent leur point de vue là-dessus. Et je me retrouve, moi, avec une jeunesse en France qui ne sait même pas où c'est. Oui. En fait, si vous leur montrez une carte, ils savent pas où c'est. vont montrer Israël quelque part en Afrique du Sud. Et qui vous disent antisioniste, machin, Netanyahu. De la mer au fleuve. Ouais, mais ils savent même pas ce que ça veut dire, en fait. De la mer au Jourdain, mais ils savent pas c'est quoi le Jourdain, d'ailleurs. Et donc, c'est un problème. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est que quand vous avez des gens, je vais me prendre moi comme exemple. Si moi, vous tuez mes enfants, d'accord? Et qu'à un moment donné, je me rends compte que tout le monde chez vous s'en fout, en fait, qu'on tue mes enfants. Au contraire, vous me considérez comme responsable de la mort de mes propres enfants. À un moment donné, bien sûr que je vais être en colère contre vous, et à un moment donné, si ça ne se règle pas, c'est vieux comme le monde, je vais vous haïr. Alors, je sais qu'en Israël, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, on n'a pas de haine, etc. Alors, je vais peut-être choquer vos auditeurs, mais personne n'est vacciné contre la haine. Donc oui, il y a des gens en Israël aussi qui, à un moment donné, basculent. Et ce n'est pas justifiable au sens qu'on leur dit vous avez le droit de haïr, mais la haine, ça se déconstruit. Personne ne vient au monde avec de la haine et du rejet de l'aide. Personne. Mais à un moment donné, il faut comprendre quel est le chemin qu'on a pris pour en arriver finalement à haïr l'autre en face. Et ça, c'est mon boulot d'artiste au départ. Et puis mon boulot d'être humain. C'est d'essayer de comprendre. Alors j'ai une question. C'est-à-dire, est-ce jamais venu chez vous, mais voilà, c'est ça. Parce que vous êtes jamais venu. Alors d'abord, premièrement, on serait très heureux de vous inviter et de venir découvrir Israël sur le terrain. Peut-être même, certainement, d'y présenter l'une de vos pièces ou vos pièces, parce que présenter Jérusalem à Jérusalem, ça semble trivial, presque, hein, d'une certaine manière. Ouais. Et la question, c'est est-ce que vous êtes étonné du fait qu'il y a si peu de gens qui réagissent, qui réfléchissent comme vous? C'est-à-dire, combien de gens réagissent comme vous? Parce que dans un monde où l'humanisme est dominant, dans un monde où on a pitié du pauvre, on a pitié des êtres humains, pourquoi finalement on n'a pas ce sentiment-là? C'est l'antisémitisme qui est la cause de ce manque d'empathie? Alors, l'antisémitisme, c'est un vieil ennemi compagnon de route que je connais depuis très longtemps, donc je pense que lui, je peux bien parler de lui parce que je le connais. Le problème qu'on a, je vais parler de l'Europe, d'accord? Et puis finalement, les pays arabes qui y a autour de vous, musulmans, c'est finalement kiff bourrico, mais je vais parler de l'Europe. On a cru, après la guerre, qu'on avait réglé l'antisémitisme. Et en fait, on l'avait pas réglé. On l'a mis sous le tapis. Et on a avancé comme si tout allait bien, en fait. Et le problème de l'antisémitisme, c'est que si on ne l'éradique pas complètement, il revient, et il revient sous d'autres formes. Et aujourd'hui, on a une espèce de mix assez fou entre l'antisémitisme ancien, européen, qui aujourd'hui s'est habillé des vêtements de l'antisionisme, finalement, mais qui, quand vous regardez, c'est la même chose, les banques, l'argent, les médias, machin, enfin, c'est les mêmes conneries qu'on disait à l'époque. Et à ça, on a rajouté une nouveauté. C'est un antisémitisme au sein des différentes communautés musulmanes, qui lui-même déjà s'est nourri de celui-là.
auquel beaucoup d'idéologues du Moyen-Orient ont rajouté des soupçons de religiosité pour lui donner un peu de la force. Et on a les deux. Et là, on a un cocktail explosif. Et à ce moment-là, si vous êtes entouré par cette aura antisémite, qu'elle soit politique, de gauche ou de droite, ou qu'elle soit religieuse autour de vous, comment vous voulez que les gens aient la moindre empathie pour celui qui, dès le départ, est leur ennemi? Dès le départ, quoi qu'il arrive. Et qu'après, vous avez des chaînes arabes, du Qatar ou d'ailleurs, qui passent leur temps à diffuser mais les mêmes images. Moi, j'avais écrit il y a plus d'1 an ou 2 ans de ça, juste après 7 octobre, 3 ans même, j'avais écrit une tribune dans Libre Belgique, un journal en Belgique, où j'expliquais que moi, quand j'étais gosse, partout dans les épiceries du quartier, les boucheries halal où on allait, il y avait toujours cette espèce de petite tirelire pour mettre des pièces. Et cette tirelire, c'était pour les Palestiniens. Il y avait toujours une photo d'un bébé palestinien en train de crever, du sang, machin, enfin, c'est un truc horrible. Et il y avait toujours ça. Vous grandissez avec ça. Vous vivez toute votre vie avec ça. Avec l'alpha et l'oméga de votre vie, c'est les Palestiniens et la Palestine. Et donc, en l'occurrence, Israël aussi en face. Ben, comment vous voulez que ces gens, finalement, arrivent à avoir de l'empathie pour celui qui, dès le départ, était son ennemi? Quoi qu'il arrive, c'est les méchants. Les Israéliens, ils ont piqué la terre des Arabes. Personne ne prend le temps d'aller regarder l'histoire, le mandat britannique, le fait que tous les pays qu'il y avait autour n'existaient pas, que toutes ces frontières ont été rajoutées, que l'Irak n'était pas là, que la Jordanie, finalement... Oui, la Jordanie, c'est une création des Britanniques. on va dire un mot qui choque tout le monde, mais la Jordanie... c'est un État de Palestine. C'est la Palestine. Finalement, c'est déjà un État palestinien. Si on veut être honnête, moi, je fais pas de politique, mais si je prends une carte et que je regarde, en fait, voilà, personne ne prend la peine de dire ça. Dans l'imaginaire des gens, des ignorants, mais malheureusement, c'est la plupart des gens, dans l'imaginaire des gens, c'est 3 Polonais qui sont arrivés un jour quelque part en 47-48, qui ont botté le cul à 3 Arabes et qui ont pris leur terre. Voilà. Et donc, moi, mon boulot, c'est d'essayer de... Alors, c'est long, c'est lent, mais c'est d'essayer de déconstruire ça, en fait. Parce qu'en déconstruisant ça, on arrive à faire, non pas disparaître, mais à commencer à casser le mur de la haine, le fissurer pour qu'il tombe tout doucement. Et ça marche. Il y a des gens, vous savez, moi, on me voit parce que je suis médiatisé, mais il y a beaucoup de gens qui pensent et qui parlent comme moi. Je pense même que c'est ceux qu'on appelle la majorité silencieuse. Mais ces gens-là, ils n'en ont pas dans les médias. Ils n'en ont pas envie, ils ne sont pas médiatisés. Ces gens-là n'ont pas envie non plus d'être ostracisés parfois par leur communauté, ou appelons ça, je sais pas comment. Du coup, moi, mon boulot, c'est d'être dans les médias, de prendre les coups. Et c'est pas grave. On le comprend bien, et on aurait envie de discuter avec vous encore pendant de longues minutes. Le format de notre émission nous oblige à terminer cet entretien, mais comme je vous l'ai dit au milieu, on serait très heureux, je pense, de vous retrouver ici à Jérusalem pour dialoguer justement et pour parler, pour essayer de développer en fait ce que vous nous expliquez de manière très, très claire et limpide. Merci beaucoup. Ismail Saïdi, d'avoir accepté de répondre à nos questions, c'était très intéressant, et on essaye peut-être même de prendre rendez-vous sérieusement pour que vous puissiez venir voir sur place ce qu'est l'État d'Israël, et puis d'une certaine manière nous expliquer un peu votre combat à travers vos pièces, l'une de vos pièces, que ce soit Djihad, que ce soit Jérusalem, ou même la dernière, je crois que ça s'appelle les tribulations d'un musulman d'ici. Voilà, les tribulations d'un musulman d'ici. En tout cas, on ne peut qu'être en admiration face à votre courage, parce qu'il faut avoir du courage pour parler comme vous parlez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Eh bien, comme chaque matin, nous avons le plaisir de retrouver Kiki Kandel. Kiki, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous, fidèle au poste, pour nous tenir informés des résultats de la délégation des Olim de France au 22e Maccabiade. Et on va dire, la pluie de médailles se poursuit, puisque vous avez les résultats du semi-marathon qui s'est déroulé mardi soir à Jérusalem. Des résultats tout à fait encourageants, n'est-ce pas ? Tout à fait, puisque nous avons donc obtenu, après vérification des résultats, la bagatelle de 6 médailles, avec 3 médailles d'or pour Ariane Kandel, Sabrina Moïse et Adrien Véville, et 3 médailles de bronze avec Oriane Chalat, Jean Veil qui prend sa 3e médaille,
Et la 6e médaille, j'ai envie de dire, qui est la plus, on va dire... symbolique. Merageshet en hébreu, exactement. Puisque c'est la médaille de Marc Abitbol qui a couru pour son fils Eliav et qui prend donc également une médaille de bronze dans sa catégorie. Oui, effectivement, il faut rappeler, comme cela est mentionné juste derrière vous, que la délégation des Olympiques de France est placée, a été marquée, a été fondée en souvenir d'Eliav Abitbol, du commandant Eliav Abitbol qui est tombé au Liban en octobre 2024. Et donc, effectivement, son papa, Marc Abitbol, que l'on connaît, a obtenu donc une médaille de bronze, très, très intéressant et très émouvant, bien entendu. Merci donc pour ces résultats sur le semi-marathon. Mais alors la journée d'hier, elle était aussi importante. Qu'est-ce que l'on peut marquer comme résultat important pour notre délégation ? Eh bien, nous avons déjà une médaille de plus, puisque le basket 3-3 junior, emmené par le rabbin Ethan Fison et Joël Bloch, nous ont ramené une médaille de bronze. Et je dis un grand bravo à Uriah Fison, Binyamin Birenbaum, Ariel Bloch et Neorai Shachar. En futsal, notre équipe Open, emmenée par David Ishai, a battu Cuba 3-1 et jouera dimanche en demi-finale pour la médaille de bronze. En foot, les USA ont battu notre équipe de football U19. En tennis, bravo à Eric Hopland qui termine son tournoi en quart de finale. Nous avons aujourd'hui encore David Ayoun qui joue en demi-finale de la catégorie des plus de 35 ans. En volley, notre équipe s'est fait battre par une équipe d'Israël, mais jouera quand même la médaille de bronze en demi-finale demain à Kfar HaMaccabia à 14h. Voilà pour les résultats d'hier. Alors, ça nous fait combien de médailles pour la délégation des Olympiques de France ? Alors, ça nous fait 20 médailles pour l'instant, qui ne sont pas toutes notées encore dans le compte de la Maccabi, mais ça nous fait en tout 20 médailles, ce qui est absolument extraordinaire. Et nous sommes toujours en 3e position au niveau du tableau des pays. On n'a pas une chance de rattraper les États-Unis, peut-être ? Non, on n'a pas eu de chance de travailler les États-Unis, on n'est pas assez nombreux, et bien sûr Israël non plus, ils sont encore plus nombreux. Non, ça on a compris. Donc pour les États-Unis, ça va être difficile, mais si jusqu'à la fin de la Maccabien, on arrive à maintenir notre 3e place mondiale, je pense que ça sera un véritable exploit. Effectivement, ça sera un véritable exploit. On aura l'occasion, je crois, au cours des prochains jours, d'interviewer d'autres médaillés de l'équipe de la délégation des Olympiques de France. Merci encore beaucoup. Une précision ? Le programme de demain. Oui, donnez pour vendredi, effectivement. D'accord, donc vendredi, puisque beaucoup de gens ne travaillent pas, donc pourront aller encourager les Olympiques. Donc vous avez sur Herzliya à 8h du matin le foot 45+ de Michael Tayeb. Il jouera contre l'Uruguay. À 10h du matin, le foot 55+ emmené par Michael Haïk jouera contre une équipe d'Israël. À 13h, le futsal de David Ishai joue contre le Brésil, également Herzliya. Et sur donc Ramat Gan, demain, demi-finale du volleyball emmené par Franck Lamimoun de Ranana. Nous avons également demain l'entrée en liste de l'escrime, que nous avons dans l'équipe un épéiste, Boris Janisek, qui commence son tournoi demain au Wingate à 10h du matin. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Kiki Kandel, de nous avoir informé de tous ces développements, de ces belles médailles, en tout cas pour la délégation des Olympiques de France. Bonne continuation, on continue à souhaiter bonne chance à cette importante délégation qui se distingue brillamment. Aujourd'hui, c'est dans ses 22e Maccabiades. J'espère qu'on en reparlera. Il faudrait peut-être que la presse israélienne s'intéresse à cette délégation aussi, justement, parce qu'avec des résultats comme cela, eh bien, il y a une certaine manière, il y a une légitimité à montrer, d'une certaine manière, à prouver qu'il y a quelque part beaucoup de bonne volonté, beaucoup de détermination dans la délégation des Olympiques de France. Merci beaucoup, Kiki Kandel, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci Daniel, Toda Rabba. Voilà.